De retour sur le plateau du Phocéen après cette victoire de l'Olympique de Marseille en terre stéphanoise. 4 buts à 0, attention à être précis. 4 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille. Des buts de Mason Greenwood, Adrien Rabiot en première période, imité en seconde par Luis Enrique, auteur de 2 passes décisives également, et de Pierre-Emile Højbjerg pour clôturer ce spectacle, ce beau spectacle quand même de l'Olympique de Marseille. On va prendre le temps de débriefer cette rencontre, d'aller peut-être un peu plus loin, d'analyser aussi les progrès de l'OM depuis cette défaite contre Auxerre au Vélodrome notamment, et sur cette première phase de première partie de saison. Et puis évidemment les tops et les flops qu'on fera avec vous. Donc n'hésitez pas sur Twitch à participer, n'hésitez pas également à mettre le petit pouce pour nous soutenir sur YouTube, et puis sur Twitch, toujours pareil, bien actif. Donc voilà, on va rentrer tout doucement dans ce débrief. Romain, on était à la mi-temps plutôt serein. Finalement, la deuxième période nous a confortés dans cette sérénité-là. On a vu des changements aussi. C'est très bien. On a vu des changements et effectivement, ce que vous avez souligné aux commentaires est tout à fait juste. C'est-à-dire que ces changements donnent raison au coach. Alors, je ne pense pas qu'il ait fait une peau de banane à certains joueurs. Il y avait des joueurs qui avaient l'occasion de le faire mentir. Et au contraire, ils l'ont conforté. On va en parler dans les tops et flops. Je pense que certains auraient pu mieux se montrer, mais ça conforte en tout cas l'idée que De Zerbi avait fait le bon choix, à savoir de mettre cette équipe-là au départ et d'assurer. Moi, en tant que supporter de l'OM, même si j'ai envie qu'Eli Wahi réussisse, que Ismaël Koné soit épanoui, qu'il soit heureux dans la vie, tous ces garçons et compagnie, le bien on me pardonnerait de penser d'abord à un truc. C'est mon petit bien-être à moi, et pour passer une belle soirée, une victoire de l'OM 4-0 à Saint-Etienne, ça y contribue. Et pour ça, le meilleur moyen, c'était de faire ce qui a été fait. Je pense tu parlais d'un Rabiot un peu diminué ces derniers jours. Il était malade, il était grippal. Des matchs comme ça, il peut les faire au pic de sa maladie, il n'y a aucun souci. Et du coup, c'est géré intelligemment. Donc moi, ça me va très bien. J'en profite. Après, promis, un jour, je vais laisser la parole. Mais on a le temps dans cette troisième mi-temps. Juste aussi, et je trouve ça très bien de le préciser dès le départ, ça valide un truc. Parce que si ça ne marche pas, ça n'a pas été nous les premiers, mais ça aurait été mentionné de partout. Ouais, ils sont partis au Danemark, et c'est comme ça qu'on en pleine saison, et c'est comme ça qu'on prépare et compagnie. Là, derrière, tu gagnes 4-0. Donc, bravo à l'Olympique de Marseille, parce que les joueurs ont demandé, mais derrière, il y a une direction qui a validé. Pour la petite histoire, je crois que c'est même Pablo Longoria qui du coup, paye les billets. Mais pourquoi ? C'est pas pour faire parce qu'il y en a qui vont t'inventer, il a des parts dans la compagnie aérienne. C'est pour ça, c'est que plus qu'une prime de match, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un groupe qui désire passer du temps ensemble, vivre ce truc-là ensemble, et qui le rend derrière sur le terrain à leur coach, à leur président, avec une prestation comme ça sérieuse et aboutie. Ouais, non, mais c'est clair, et c'est bien, c'est plutôt bien résumé. Je vais prendre 2 messages là dans notre chat et je vais te lancer, Stéphane, parce que là, moi, je trouve que c'est un beau cadeau de Noël qu'ils nous ont fait avant l'heure avec cette victoire 4-0. Hier, Bouti qui dit stop les pistes froides, merci, et Maka qui pose une question: qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux encore aujourd'hui, honnêtement? Ceux qui ne sont pas encore un peu tatillons, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux, honnêtement? Franchement, je sais pas. De toute façon, je pense qu'on va voir ça avec les notes. Il y a très peu de joueurs qui vont être en dessous des tops. C'est une performance complètement aboutie face à un adversaire bidon. Après, il faut le dire, ça, sans être pisse froid ou quoi. Mais en tout cas, franchement, c'est top. C'est top. Et surtout, c'est ce qu'on disait à la mi-temps, c'est qu'on commence à avoir un jeu huilé, on commence à avoir des joueurs qui se connaissent, qui arrivent à se trouver les yeux fermés. On n'est qu'à la mi-saison. Si on est vraiment sur un projet de 3 ans, y a un bel horizon qui se profile dans les mois à venir. Ouais, c'est vrai. Et il y en a qui ont répondu assez justement. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux?
5-0, tout simplement. Non, j'ai dit 6, moi je les prends par 2 les matchs. Par 2. Mais c'est vrai qu'on aurait pu voir un peu plus de buts, mais c'est vrai qu'on va pas faire la fine bouche ce soir. Il y a eu aussi depuis puis le dénominateur commun un petit peu de cette OM un peu plus en forme, c'est aussi un changement de système. Alors il y a certains joueurs qui sont venus s'incorporer, on peut penser à Valentin Rongier qui a encore fait un gros match ce soir, mais il y a aussi un changement de système. Et là j'avais une question de COSP pour toi Romain notamment, donc je vais te redonner la parole. Tu as déjà beaucoup parlé, mais tu vas reparler. Je vais te fatiguer un peu. Les questions pour Romain, donc c'est la question de Cosme. Toi qui espérais revenir à un 4-3-3, moi je faisais même partie un petit peu de ces personnes-là qui pensent que Roberto De Zerbi a envie de revenir dans un 4-3-3. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas? Et toi, est-ce que tu espères toujours ce retour au 4-3-3? Alors j'espérais, j'ai dit que c'était un peu la tendance, effectivement, j'ai pu dire, tiens, ça pourrait être sympa pour intégrer. Mais au fil des matchs, moi, ce que je vois me va très très bien. Et moi, je suis très satisfait de ce que montre notamment notre piston droit actuel, à savoir Luis Enrique. Donc, j'ai pas envie de modifier ça, même si le foot c'était tiens ça marche, je laisse ça et puis j'attends et puis et on verra le jour où ça marche pas. Non, il y a des moments où il faut savoir anticiper, où il faut avoir un coup d'avance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour commander, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont à des postes pour diriger et que ceux qui sont à poste de direction sont mieux rémunérés que ceux que c'est bien normal. Donc moi pour l'instant ce que je vois, je veux surtout pas toucher en termes de dynamique, en termes même de style, de compte rendu, parce que moi j'ai passé un très bon après-midi. Alors après il y en a qui vont me dire ouais on pourrait avoir une meilleure finition, le style, moi j'en ai marre de cette possession à outrance et tout, ce que je peux totalement entendre. Moi, c'est quelque chose où je prends du plaisir. Quand je vois l'OM se déployer comme je l'ai vu se déployer cet après-midi, j'ai pris du plaisir. Ouais, tu vois, il y a Polo Vido qui nous dit on n'a pas forcément vu du désert b-ball ce soir. Après, il peut pas être fait contre n'importe qui, n'importe quand. Il faut être deux pour faire un gros match. Et là, tu avais une équipe de Saint-Etienne qui est venue te chercher au coup d'envoi pour faire semblant. Et puis après, derrière, ils sont restés recroquevillés dans leurs 20 mètres. Et ce qu'on appelle le désert b-ball, c'est trouver dès le gardien une verticalité qui peut te permettre à trouver la profondeur dans le dos des latéraux adverses. Sauf que quand dans le dos des latéraux adverses, tu es directement à la ligne des 6 mètres, c'est dur de trouver de la profondeur. Quand ta verticalité, elle commence non pas du gardien de ta surface, mais du rond central avec le central, tu perds beaucoup. Donc en fait, c'est ce que nous, on a appelé le désert b-ball. Après, en soi, tactiquement, le coach, lui, il trouve une philosophie de redoublement de passes, de dépassement de fonction qu'on a vu ce soir, parce que tu l'as dit pendant le match plusieurs fois, Slim Murillo, il s'est retrouvé plus proche de Neil Maupay que de Leonardo Balerdi quand on avait le ballon. Quant à Merlin, il était constamment à la touche de Rabiot, il était constamment parti dans le dos. Donc moi je les ai vus les efforts, j'ai vu des joueurs se donner les uns pour les autres par rapport à ce que disait Romain sur la cohésion d'équipe. On voit une équipe se créer, on voit un groupe se créer, mais il ne faut pas s'attendre à voir le même match calqué semaine après semaine, ça dépend toujours de l'adversaire. Ouais, il y a Soloken qui va un petit peu dans votre sens aussi, parce qu'on va lire les messages aussi positifs. Pourquoi toujours chercher des arguments négatifs après un match maîtrisé de la sorte qui finit parce qu'on est un club élite. Et quand tu es dans l'élite, tu considères que les choses bien sont acquises et du coup, tu cherches à perfectionner le reste. Et c'est vrai que quand on parle de désert b-ball, et là c'est intéressant parce qu'il y a Cosp qui remet un message, on les a la qualité en plus sur les buts. C'est ce que tu voulais dire. Ouais, je trouve que je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre ami, dans le sens où quand tu vois les buts, c'est du 1 à 2 touches de balle en partant de derrière. Donc si ça, c'est pas ce qu'on... Enfin, moi, en l'occurrence, c'est ce que j'ai appelé le désert b-ball, cette possession, cette, certes, verticalité, mais aussi le fait de passer d'une aile à une autre très rapidement. On l'a vu et revu pendant le match. Pour moi, il a carrément mis son empreinte sur l'équipe. Et franchement, encore plus aujourd'hui, j'ai trouvé. Après, est-ce que, rapidement, avant qu'on passe aux notes sur ce débrief d'après-match, le carton rouge a changé quelque chose, vous pensez, ou même sans à 11 contre 11, c'est la double. Oui, déjà oui, parce que c'est pas n'importe quel joueur qui se fait expulser, c'est le seul, c'est leur attaquant, c'est celui qui était capable de bousculer un peu tes certitudes. Le moment où il sort, allez, on va schématiser, je vais faire un truc un peu fou, mais déjà ils avaient, on va dire, 25% de chance de marquer.
de par leur capacité technique et nous, notre position haute sur le terrain, tu vois, si ça serait des expected goals, machin, tout ça. Et là, grosso modo, il y a 20% qui s'enlèvent. Parce que le mec était le plus capable de marquer des buts chez eux, il sort. C'est vrai. Donc, il reste une incertitude parce que, et on l'a vu en seconde, ils ont eu une très très grosse occasion. Il y a toujours une possibilité. Et là, il y a tous les défenseurs qui montent en même temps, donc ils se retrouvent avec personne. Donc, puis un coup de pied arrêté, machin, tout ça. Mais là ça te donne encore plus de confiance. C'est mentalement, tu gagnes encore 5 mètres de possession sur le terrain. Et en plus de ça, dans la minute, tu marques un but. Donc, autant dire, ça voulait dire si derrière. Le message psychologique, c'est si derrière on veut se faire 50 passes jusqu'à la fin, on se fait ces passes-là et à la fin du match et on est qualifié. Donc, Tu peux faire la comparaison avec le match contre Paris où on se prend le carton rouge au bout presque similaire. Au bout de 20 minutes, ouais, c'est ça. Et du coup, en toute honnêteté, je pense qu'on aurait perdu sans ce carton rouge contre Paris, vu les 20 premières minutes qu'on a produites. Et en toute honnêteté, je pense qu'on les aurait explosés, alors peut-être pas 4-0, mais... Bon, on aurait gagné sans ce carton rouge aujourd'hui à la 20e. Tiens, il y a Albo Marseille rapidement qui nous demande le tirage au sort ce soir. Ça sera à 20h ce soir sur beIN Sport. Donc on saura dès ce soir l'adversaire de l'OM pour les vous recevrez la notif du Phocéen si vous avez l'application, évidemment. Évidemment, ça sera sur le Phocéen dans la foulée. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce débrief d'après-match. Il y en a certains qui veulent parler de Luis Enrique. On se réserve pour les notes ou vous voulez qu'on en parle là ? Très gros match. Mais même au-delà, plus que son match, vraiment son début de saison, est-ce que vous pensez son année civile même, si tu veux, parce qu'il est revenu l'hiver dernier, Luis Enrique, il est revenu pendant le mois de janvier, parce que le match de Monaco, c'est le dernier match de Vitinha, donc c'est le 29 ou le 30 janvier, parce que c'était le dernier match avant la fin du Mercato, donc c'est son retour. Donc on est sur quasiment une année civile pour Luis Enrique, elle est moyenne au début, et elle est très très bien sur la fin d'année. Donc le retour sous Jean-Louis Gasset en fait un homme de devoir. Roberto De Zerbi prend un homme de devoir et le transforme en homme décisif, et le premier mérite lui revient à lui et pas au coach. Parce que c'est lui qui s'est adapté, et c'est lui qui a enfin ralenti le jeu. C'est un truc qu'on dit beaucoup chez les jeunes. Parce qu'on a tendance à dire que quand les jeunes commencent en pro, le jeu va trop vite pour eux. Et en fait, il est arrivé un moment où tu prends tellement les codes et tu prends tellement tes aises que le jeu ralentit. Et là, j'ai l'impression que Luis Enrique, enfin, le jeu pour lui a enfin ralenti. Pour aller dans ton sens, et ça lance un débat autre que sa prestation du match dont on va parler dans les notes, je trouve que Luis Enrique, c'est pas une star du championnat, c'est pas une star de l'OM. Tu vas pas faire une affiche où tu vas mettre Luis Enrique, tu sais, comme les beaux visuels que tu as sur les réseaux sociaux. Tu vas pas mettre Luis Enrique forcément en premier à l'OM parce qu'il y a d'autres joueurs quand même qui passent avant lui. Pour autant, c'est là où il commence. C'est dans ces fameux circuits de passe, c'est pas le mec le plus faible de ton équipe. Tu vois, il grappille quand même des places. Il est peut-être derrière les Rabiot, les Greenwood. Ok. Mais il est juste derrière. C'est-à-dire, c'est pas quand tu prends le 11, c'est pas le mec où tu sais, ça arrive à lui, tu dis, bon, allez vite qu'il fasse une passe, machin, et qu'au moins son tour soit passé et que ça revienne des autres. Il démérite pas et il fait pas tâche, loin de là. Donc, c'est dire au niveau auquel il s'est hissé, et il y a de quoi être admiratif. Vas-y, Stéphane, tu voulais rajouter? Pour moi, c'est une des recrues, parce que j'estime que c'est une recrue estivale. Avec Greenwood, Rabiot qui donne le plus de satisfaction. Qui, autour de cette table, aurait misé une pièce en début d'année sur lui en étant titulaire? Enfin, moi, pour être honnête, je l'aurais jamais vu à ce niveau-là. Même en ayant regardé quelques matchs quand il était au Brésil en prêt, pour moi, il allait même pas revenir, ou s'il revenait, on cherchait à le vendre. Donc, franchement, très surpris. Après, ce qu'il faut dire aussi, pour temporiser un peu, c'est qu'il est dans une équipe qui marche bien. S'il était présent dans l'équipe de l'année dernière, est-ce qu'on le verrait du même œil? Est-ce qu'il surclasserait les autres? Je ne sais pas. À voir. Mais quelque part, il fait partie quand même des joueurs dans une équipe qui marche bien, d'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe. Donc c'est quand même à mettre à son crédit. Mais on va pouvoir en parler de façon plus longuement dans la partie des tops et les flops tout de suite.